Arrêté en pleine nuit pour fraude, j'ai laissé ma famille savourer l'instant et me filmer sans résister. Il ignorait qu'au commissariat, la lecture de mon dossier ferait trembler le commissaire en découvrant ma véritable identité. La police a violemment défoncé la porte de ma chambre à 1h47 précise, m'aveuglant avec leur lampe torchée. Je m'appelle Pénélope, j'ai 32 ans, et je suis resté parfaitement immobile au milieu de ma chambre saccagée tandis que 2 agents se précipitaient vers moi. Ils m'ont présenté un mandat d'arrêt tout en renversant brutalement mes meubles pour sécuriser la zone. Un des policiers m'a agrippé fermement l'épaule avant de lire les charges officielles à voix haute pour que toute la maison entende. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude successorale », a-t-il crié pour couvrir l'écho persistant du bois qui se brisait. J'ai regardé par-delà son uniforme sombre, dans le couloir, et j'ai vu mes parents debout, les bras étroitement croisés. Un large sourire de pure satisfaction s'étalait sur leur visage alors qu'ils assistaient avec délectation à ma chute orchestrée. Juste à côté d'eux se tenait ma jeune sœur, brandissant son smartphone pour capturer chaque angle humiliant pour Internet. Elle diffusait en direct mon arrestation tout en lisant joyeusement à haute voix les commentaires haineux de plus d'1 million de spectateurs actifs. J'ai gardé une expression faciale totalement neutre, car la panique est toujours le pire ennemi de la survie dans n'importe quelle crise. J'ai avancé volontairement, tendant les 2 mains pour laisser les menottes en métal froid se refermer solidement sur mes poignets nus. Je n'ai ni résisté ni argumenté avec les policiers, car je savais déjà exactement comment ce piège élaboré allait finalement se retourner contre eux. Les flashs incessants du smartphone se sont estompés progressivement derrière la porte métallique de la voiture de patrouille. Mon esprit est immédiatement revenu à un après-midi précis, exactement 3 mois avant cette arrestation chaotique en pleine nuit. J'avais traversé Lyon pour assister à la lecture officielle du testament de mon défunt grand-père dans un prestigieux cabinet d'avocats du centre-ville. Entrer dans cette salle de conférence immaculée était suffocant, car j'étais forcé de m'asseoir à la même table en acajou que mon père, ma mère et Chloé. Nous n'avions jamais été une famille unie, loin de là, mais la tension palpable qui émanait de leur côté de la table était absolument sans précédent. Ils étaient assis avec des postures remarquablement rigides, me foudroyant du regard avec un sentiment de droit mêlé à un ressentiment à peine dissimulé. Le silence pesant dans la pièce était comme un poids physique sur mes épaules avant même que l'avocat ne prenne la parole. Notre avocat de famille, Maître Dubois, s'est raclé bruyamment la gorge avant de briser méticuleusement le lourd seau de cire sur le document final. Il a ajusté ses lunettes tout en lisant le jargon juridique standard concernant la distribution des biens matériels mineurs avant d'arriver enfin au patrimoine financier principal. Sa voix est restée d'un professionnalisme monotone lorsqu'il a explicitement confirmé que l'intégralité du fonds fiduciaire de 5 millions d'euros m'avait été laissée en pleine propriété. Cependant, il a délibérément marqué une pause juste après cette déclaration massive pour prendre une lente gorgée d'eau. Maître Dubois a ensuite lu une clause très ambiguë concernant le transfert immédiat de l'autorité administrative dans l'éventualité peu probable de mon incapacité juridique soudaine. Il s'est pratiquement penché sur la table en insistant sur ces failles juridiques spécifiques avec une intonation très calculée pour s'assurer que ma famille entende chaque syllabe. Chloé a instantanément tourné la tête pour échanger un regard lourd de sens avec ma mère, suivi d'un signe de tête sec en direction de mon père de l'autre côté de la table polie. Cette communication silencieuse portait un poids sinistre qui a immédiatement déclenché tous les instincts d'enquêtrice que j'avais développés au cours de ma carrière professionnelle. Ma mère a serré ses mains manucurées en poings serrés avant de se pencher en avant, une fureur absolue brûlant dans ses yeux froids. Cette fille ne mérite absolument pas cet argent. Nous devons faire quelque chose, a-t-elle grondé à voix haute, ignorant complètement le cadre professionnel du cabinet d'avocats. Mon père a simplement hoché la tête en signe d'accord ferme tout en tapotant ses doigts en rythme sur la surface en bois. Je suis resté parfaitement immobile dans mon fauteuil en cuir tout en analysant attentivement leurs schémas comportementaux incroyablement étranges. Aucun d'entre eux n'a contesté le testament par les voies légales normales ou demandé des éclaircissements à l'avocat sur le processus de distribution des richesses. Au lieu de cela, ils ont partagé ces signes de tête subtils pendant que Maître Dubois évitait délibérément tout contact visuel direct avec moi pendant le reste de la réunion tendue. Je pouvais sentir physiquement les fondations d'un complot de fraude malveillant se construire rapidement dans mon dos. Ils complotaient clairement pour déclencher cette vulnérabilité administrative précise que Maître Dubois avait si commodément mise en évidence quelques instants auparavant. Il est devenu flagrant que l'avocat travaillait déjà en étroite collaboration avec eux. Les affronter directement dans cette salle de conférence confinée aurait été une erreur tactique monumentale de ma part. J'avais besoin de preuves concrètes plutôt que d'arguments émotionnels. J'ai donc décidé de me lever brusquement de ma chaise tout en rassemblant calmement mes affaires personnelles.
Je me suis dirigé droit vers les lourdes portes en verre de ce cabinet d'avocats sans prononcer un seul mot de protestation ni leur donner la moindre indication que je soupçonnais leurs sombres intentions. Préserver l'élément de surprise était absolument essentiel pour ne pas les alerter accidentellement avant que je puisse comprendre toute l'étendue de leur trahison imminente. Partir en silence total était ma toute première étape dans la construction d'un dossier inattaquable contre eux. Exactement 4 semaines après cette lecture de testament incroyablement tendue, une alerte de sécurité urgente du système bancaire est arrivée directement sur mon téléphone. Peu de temps après l'apparition de cette notification sur mon écran, mon appareil a vibré continuellement avec un appel entrant d'un gestionnaire de compte senior. Mademoiselle Pénélope. Nous avons détecté plusieurs tentatives de connexion infructueuses depuis une adresse réseau inconnue, m'a informé le représentant avec une préoccupation professionnelle évidente. Je suis resté assise, parfaitement immobile à mon bureau, tout en retraçant mentalement ses empreintes numériques jusqu'à Maître Dubois et son cabinet du centre-ville. Laissez le compte fonctionner normalement. Je sais déjà qui fait ça et je m'en occuperai moi-même, ai-je répondu calmement avant de raccrocher. Cette tentative flagrante de pénétrer mes défenses financières a confirmé mes pires soupçons concernant leur conspiration criminelle en cours. Cette intrusion numérique n'était certainement pas le seul signal d'alarme qui s'agitait frénétiquement dans ma direction pendant ces semaines très stressantes. J'éprouvais constamment la sensation persistante d'être surveillé de près par des individus invisibles chaque fois que je sortais de chez moi pour faire des courses de base. C'était comme si quelqu'un suivait méticuleusement mon emploi du temps quotidien pour savoir exactement quand ma maison serait complètement vide. J'ai décidé de prendre des mesures proactives en achetant du matériel de surveillance haute définition spécialisé et en passant un week-end entier à installer discrètement des caméras cachées dans mon salon. J'ai positionné les minuscules objectifs parfaitement pour couvrir l'entrée principale ainsi que mon espace de travail à domicile sans laisser de traces visibles de l'installation complexe. Mon réseau de sécurité nouvellement établi n'a pas eu à attendre très longtemps avant de capturer les preuves exactes dont j'avais besoin pour valider ma paranoïa grandissante. Quelques jours plus tard, mon appareil mobile a émis une alerte de détection de mouvements silencieux alors que j'étais assise seule dans un restaurant local bondé en train de déjeuner. J'ai rapidement ouvert le flux vidéo en direct pour voir Chloé déverrouiller silencieusement ma porte d'entrée à l'aide d'un double des clés qu'elle avait dû voler dans mon sac plusieurs mois auparavant. Elle s'est glissée dans mon salon avec une précision calculée avant de cibler immédiatement les tiroirs verrouillés de mon lourd bureau en bois où je gardais mes dossiers importants. La caméra cachée a clairement enregistré ses fouilles agressives dans mes papiers personnels privés pendant qu'elle prenait plusieurs photos de documents juridiques très sensibles avec son smartphone. Voir ma propre sœur violer de manière flagrante mon sanctuaire personnel a été une expérience profondément exaspérante qui a mis à l'épreuve chaque once de ma discipline professionnelle. N'importe quel citoyen normal aurait immédiatement appelé le commissariat de police local pour signaler le crime ou aurait changé ses serrures pour empêcher une autre entrée illégale. J'aurais pu facilement soumettre cette séquence vidéo parfaitement claire directement à la brigade financière où je travaillais pour la faire arrêter pour violation de domicile. Cependant, le faire prématurément n'aurait attrapé qu'un pion de bas niveau tout en permettant au vrai cerveau de l'opération d'échapper complètement à toute véritable justice. Je devais monter un dossier d'envergure nationale impeccable qui piégerait simultanément toutes les personnes impliquées dans ce stratagème d'extorsion élaboré sans leur donner aucune chance de monter une défense juridique. J'ai méticuleusement extrait les fichiers vidéo cryptés du serveur cloud externe et les ai transférés en toute sécurité dans mon coffre-fort numérique de preuves, hautement protégé. J'ai délibérément choisi de garder le silence complet en rentrant chez moi plus tard dans la soirée, en faisant comme si rien d'anormal ne s'était produit. J'ai volontairement laissé les tiroirs du bureau exactement comme elle les avait réarrangés à la hâte pour lui donner la fausse confiance ultime que sa mission secrète avait été un succès total. Les laisser croire sincèrement qu'il me déjouait était la seule stratégie viable pour attirer en toute sécurité les plus gros poissons qui tiraient les ficelles dans l'ombre. Je tissais patiemment une toile numérique inéluctable qui finirait par prendre au piège ma mère, mon père, Chloé, ainsi que leurs conseils juridiques corrompus en une seule frappe de rétorsion décisive. Exactement 72 heures avant cette nuit fatidique de mon arrestation, j'ai commencé à mettre en œuvre les dernières étapes de ma contre-attaque. La situation imminente n'était absolument pas le piège brillant que ma famille perfide croyait à tort avoir habilement tendu pour ma chute. C'était en fait un piège très calculé que j'avais méticuleusement conçu pour les forcer à passer à l'action et à commettre un crime grave et clairement documenté. Ils avaient besoin d'un coup de pouce distinct pour finalement franchir la ligne légale, passant de la planification discrète d'une conspiration financière théorique à l'exécution officielle d'un stratagème d'extorsion illégale. J'ai décidé d'exposer de manière proactive une vulnérabilité massive en fabriquant délibérément un dossier entier contenant des relevés de transactions financières très convaincants mais complètement fabriqués.
J'ai imprimé ces pages lourdement manipulées affichant d'énormes virements bancaires offshore avant de laisser les épaisses enveloppes bien en évidence au centre de mon bureau. Je savais que Chloé surveillait toujours de près mes mouvements quotidiens, donc laisser ces papiers à la vue de tous garantissait qu'elle les volerait avec empressement. Amélie est arrivée à ma propriété plus tard cet après-midi-là, conduisant un grand camion de déménagement de location pour exécuter en toute sécurité la prochaine phase cruciale de notre opération de protection. Nous avons offert une performance publique très convaincante en faisant semblant de charger plusieurs lourds meubles anciens en bois à l'arrière du véhicule spacieux pour le bénéfice de tout voisin espion. En réalité, elle transportait secrètement tous mes documents juridiques authentiques ainsi que les certificats originaux du fonds fiduciaire vers un lieu hautement sécurisé, complètement hors de la juridiction locale. Amélie a soulevé une boîte en carton lourdement scotchée remplie de mes dossiers authentiques avant de s'arrêter pour me regarder avec une profonde inquiétude évidente dans sa posture. « Es-tu absolument sûr de vouloir les laisser soumettre ce faux rapport à la police locale ?» a-t-elle demandé à voix basse tout en ajustant sa prise sur le lourd contenant en carton. J'ai pris une lente gorgée de mon café noir avant de croiser son regard inquiet avec une confiance inébranlable. C'est exactement ce dont j'ai besoin qu'ils fassent pour que ce piège se referme sur eux, ai-je répondu sans détour en l'aidant à glisser la boîte dans le camion. Une fois qu'Amélie s'est éloignée de mon quartier en toute sécurité, je suis retourné à l'intérieur de la maison pour finaliser mes préparatifs mentaux pour la tempête juridique à venir. Je savais avec une certitude professionnelle absolue que Maître Dubois utiliserait agressivement ces documents pour formaliser immédiatement leurs accusations criminelles frauduleuses contre moi. Il ordonnerait avec empressement à mes parents de soumettre officiellement ces preuves falsifiées aux autorités locales pour lancer une frappe juridique dévastatrice sous le faux prétexte de protéger le patrimoine familial. Déposer une plainte entièrement fabriquée en utilisant des preuves financières délibérément manufacturées a instantanément élevé leur pathétique cupidité au rang de délit grave passible de peine de prison ferme et massive. Le piège était enfin entièrement en place, et tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'ils appuient arrogamment sur la gâchette. J'ai méthodiquement préparé une nouvelle cafetière de café noir fort tout en éteignant volontairement chaque lumière de ma maison silencieuse pour éviter d'attirer une attention non désirée. Je me suis assise patiemment dans l'obscurité absolue de mon salon, fixant d'un œil vide la porte d'entrée verrouillée en anticipant l'arrivée bruyante et inévitable des forces de l'ordre local. Je comprenais parfaitement qu'un mandat d'arrêt officiel se frayait déjà un chemin rapide à travers le système judiciaire local, entièrement basé sur leurs parjures malveillants et leurs documents falsifiés. J'accueillais activement le raid policier imminent car leur intervention agressive scellerait de manière permanente la culpabilité criminelle de chaque personne impliquée dans cette conspiration perfide. Leur permettre de me priver temporairement de ma liberté physique était le prix tactique ultime que j'étais parfaitement prêt à payer. Vers 2h15 du matin, la zone d'accueil des gardés à vue était toujours inondée de l'odeur de produits chimiques agressifs et de bruits de pas pressés. J'ai été fermement escorté au comptoir principal par les agents qui m'avaient arrêté et extrait de ma résidence privée. Ils m'ont ordonné bruyamment de vider complètement mes poches avant de m'ordonner agressivement de placer toutes mes affaires personnelles soigneusement sur un plateau en métal froid posé sur le comptoir. J'ai silencieusement déposé mon portefeuille en cuir ainsi que mes clés de maison sans faire de mouvements brusques qui pourraient provoquer une altercation physique inutile. Toute la procédure d'enregistrement était systématiquement conçue pour dépouiller l'individu de sa dignité, mais je suis resté parfaitement calme en attendant patiemment devant le bureau d'accueil surélevé. L'officier de service assis derrière l'épaisse vitre de sécurité semblait incroyablement épuisé en se frottant les yeux fatigués sous les lumières crues du plafond. Il a saisi paresseusement mon dossier nouvellement créé avant de commencer à taper mon nom légal complet ainsi que mon numéro de sécurité sociale dans la base de données centralisée pour finaliser correctement le procès-verbal d'arrestation officielle. Il s'attendait clairement à ce que ce soit une autre procédure d'enregistrement de routine impliquant un suspect civil standard pris en flagrant délit de fraude au milieu de la nuit. Il a nonchalamment appuyé sur la touche Entrée pour soumettre mes données personnelles dans le réseau local des forces de l'ordre tout en laissant échapper un profond soupir de fatigue physique. Cette atmosphère banale s'est complètement brisée à la seconde exacte où son écran d'ordinateur a soudainement clignoté d'une couleur rouge aveuglante directement sur son visage impassible. Une bannière d'avertissement massive s'est instantanément matérialisée, bloquant toutes les autres applications tout en affichant bien en évidence un message en gras indiquant une identité protégée par l'État avec un accès sévèrement restreint. Le logiciel de la police locale s'est complètement figé alors que les protocoles de sécurité automatisés ont initié un verrouillage immédiat de son terminal pour empêcher toute consultation locale non autorisée de mon dossier opérationnel classifié. Le système crypté rejetait activement leur juridiction locale tout en envoyant simultanément une alerte automatisée à mon agence nationale concernant mon statut compromis.
L'officier de service épuisé est instantanément devenu extrêmement pâle alors que ses yeux fatigués s'écarquillaient de choc absolu devant le moniteur cramoisi qui illuminait ses traits. Il a violemment repoussé sa lourde chaise de bureau, faisant un bruit de raclement fort contre le sol carrelé tout en me regardant avec une appréhension sincère. Il a immédiatement réalisé que le traitement de mon dossier criminel spécifique avait complètement dépassé la juridiction légale de son commissariat de police de Lyon. Arrêter une auditrice financière de la police judiciaire en service, détentrice d'une habilitation de sécurité de haut niveau, était une erreur juridictionnelle catastrophique qui nécessitait une intervention immédiate de la plus haute autorité disponible. Il a frénétiquement tendu ses doigts tremblants pour saisir le lourd téléphone de bureau afin d'appeler directement son supérieur hiérarchique pour signaler l'anomalie massive. Il a plaqué le combiné contre son oreille tout en appuyant d'urgence sur le clavier pour contourner les canaux de répartition normaux. Erreur d'accès système. C'est quoi, cette histoire d'identité protégée par l'État, a demandé l'officier de service en fixant le moniteur gelé avec une pure panique dans la voix. Stoppez immédiatement toutes les opérations de saisie de données. J'arrive sur les lieux tout de suite, a retenti la voix du commissaire divisionnaire à travers la fonction haut-parleur. Entendre cet ordre absolu a clairement terrifié le personnel environnant qui avait observé nonchalamment la procédure d'accueil de routine se dérouler quelques instants auparavant. L'officier de service paniqué a fait un signe de la main frénétique à son collègue en uniforme qui se tenait près des cellules de garde à vue. Ce second officier s'est approché de ma position avec une hésitation notable avant d'utiliser rapidement sa clé universelle pour déverrouiller les lourdes menottes en métal de mes poignets endoloris. Ils m'ont officiellement traité comme une anomalie très dangereuse tout en m'invitant respectueusement à m'éloigner de la zone de traitement commune. Exactement 15 minutes après avoir été escorté dans la salle d'interrogatoire, la lourde porte en bois s'est ouverte sous une poussée incroyablement violente. Le commissaire divisionnaire de la police locale a fait irruption dans l'espace confiné, respirant lourdement après son sprint rapide dans le long couloir. Il m'a regardé avec une profonde suspicion qui irradiait clairement de ses traits durcis tout en essayant de comprendre la situation bizarre qui se déroulait actuellement au sein de son service. Il a fermement ordonné aux autres officiers restants de quitter la zone immédiate avant de verrouiller solidement la porte derrière lui pour assurer une confidentialité absolue pendant notre conversation. Le commandant chevronné ne pouvait tout simplement pas comprendre comment une comptable civile apparemment ordinaire, accusée d'un litige financier domestique, pouvait posséder un profil gouvernemental hautement restreint. Il a exigé agressivement une preuve physique de ma véritable identité tout en refusant d'accepter les avertissements système automatisés qui clignotaient sur son ordinateur. J'ai calmement glissé la main dans la poche dissimulée de ma veste pour récupérer ma carte de service officielle avant de faire glisser l'étui en cuir en douceur sur la table en métal froid qui nous séparait. Il a saisi l'objet rapidement pour inspecter méticuleusement les sceaux officiels complexes intégrés dans la carte d'identification. Il a ensuite utilisé son appareil mobile hautement sécurisé pour appeler une ligne de vérification classifiée afin de recouper mon numéro de matricule opérationnel directement avec la base de données de la police judiciaire. Le silence tendu qui s'étendait dans la petite pièce était incroyablement lourd pendant qu'il attendait patiemment que l'opérateur centralisé confirme mon statut d'employé active. La confirmation numérique est finalement arrivée via la ligne de communication cryptée, prouvant au-delà de tout doute raisonnable que j'étais bien une auditrice financière senior détenant une autorité opérationnelle suprême. Sa posture très agressive s'est instantanément dissoute en un respect professionnel sincère alors qu'il rabaissait lentement son appareil de communication vers sa ceinture de service. Le commandant a officiellement réalisé qu'il se trouvait au milieu d'une vaste opération d'infiltration nationale plutôt que d'une simple querelle d'héritage familial. Il a soigneusement replacé ma carte de service sur la table tout en offrant sa coopération complète sans poser d'autres questions inutiles sur mes activités secrètes. Le commissaire a froncé profondément les sourcils en regardant les papiers locaux éparpillés sur la surface métallique. Votre dossier est complètement verrouillé au plus haut niveau possible. Pour qui travaillez-vous exactement, en réalité, a demandé le commissaire avec une curiosité indéniable colorant sa voix bourrue. J'ai placé ma main fermement sur mon insigne métallique tout en établissant un contact visuel direct avec le commandant Lass. Je monte ce dossier spécifique depuis des mois, et à partir de cet instant précis, la brigade financière reprend la totalité de l'affaire, ai-je déclaré avec une clarté absolue. Je l'ai officiellement informé que la juridiction locale sur cette enquête complexe de fraude successorale était désormais transférée en permanence à une unité d'élite nationale attendant mes ordres. Le commissariat de police local n'aurait plus aucun rôle actif dans la poursuite des suspects impliqués dans ce stratagème d'extorsion malveillant. J'ai ensuite ouvert un compartiment caché à l'intérieur de mes vêtements pour produire un disque dur externe hautement crypté contenant l'aboutissement ultime de mon travail d'infiltration harassant.
J'ai poussé le petit dispositif noir sur la table, expliquant qu'il contenait chaque élément de preuve irréfutable nécessaire pour démanteler complètement leur réseau criminel. Le support de stockage numérique contenait tous les relevés de transactions financières illégales, prouvant que Maître Dubois avait accepté d'importants pots de vin directement de mon père pour modifier fondamentalement les documents du fonds fiduciaire. Il contenait également les enregistrements de surveillance vidéo d'une clarté cristalline montrant Chloé s'introduisant illégalement dans ma résidence personnelle pour y placer les preuves fabriquées utilisées pour initier ma fausse arrestation. Fournir cet ensemble de preuves complet garantissait que les membres de ma famille perfide feraient certainement face à de lourdes peines de prison ferme sans aucune possibilité d'obtenir un accord de plaidé coupable clément. L'aube n'était pas encore levée lorsque 5 véhicules utilitaires sport noir banalisés ont complètement encerclé tout le périmètre de la maison de banlieue. À l'intérieur du salon vivement éclairé, Chloé diffusait agressivement une deuxième diffusion en direct très attendue pour célébrer leur victoire juridique apparemment sans faille. Elle paradait avec empressement autour des meubles coûteux tout en lançant continuellement des insultes vicieuses sur mon caractère à un public activement engagé de plus d'1 million de spectateurs. Mon père et ma mère étaient confortablement assis sur le canapé en cuir, buvant du champagne, tout en approuvant pleinement la campagne numérique malveillante menée contre ma réputation professionnelle. Ils étaient tous complètement enivrés par l'illusion temporaire du succès, sans se rendre compte qu'une vaste opération policière nationale se refermait sur leur emplacement exact. Cette pathétique fraudeuse va enfin payer le prix ultime pour sa cupidité dégoûtante, riait bruyamment Chloé face à l'objectif de son smartphone. Sa célébration numérique arrogante a été violemment interrompue lorsqu'une unité tactique lourdement armée a utilisé un équipement d'effraction spécialisé pour pulvériser complètement la porte d'entrée renforcée. Le son assourdissant du bois qui se brise a résonné bruyamment dans le quartier résidentiel calme alors que des dizaines d'agents hautement qualifiés ont inondé l'entrée fracassée. Ils se sont déplacés avec une précision tactique absolue, portant des équipements de protection épais tout en sécurisant agressivement chaque point de sortie pour empêcher quiconque de s'échapper des lieux. Police judiciaire, tout le monde, levez les mains immédiatement et reculez tout de suite, a crié un agent tactique d'un ton autoritaire tout en pointant son arme directement au centre de la pièce. L'un des opérateurs tactiques a agressivement arraché l'appareil mobile de ses mains tremblantes avant de mettre fin brusquement au signal de diffusion en direct. Des millions de spectateurs sur Internet ont assisté en temps réel au raid tactique chaotique avant que leur écran lumineux ne s'éteigne soudainement dans le noir absolu. La section des commentaires, qui défilait rapidement, est instantanément passée des moqueries vicieuses sur mon emprisonnement soudain à l'expression d'une terreur pure et sans mélange en réalisant que la police était en train de démanteler toute la maisonnée. L'humiliation publique écrasante qu'elle avait désespérément tenté de m'infliger s'est instantanément retournée contre ses propres épaules sur une plateforme nationale massive. Elle est restée là, complètement paralysée par la peur, en regardant tout son empire numérique s'effondrer en poussière en quelques secondes. Mon père et ma mère ont été violemment plaqués contre les murs de leur salon de luxe pendant que de lourdes menottes en acier étaient agressivement serrées derrière leur dos tremblant. Leurs visages sont rapidement passés d'un triomphe malveillant absolu à un choc profond et blême alors qu'ils étaient physiquement traînés hors de leur propre résidence devant tous leurs voisins curieux. Les lumières rouges clignotantes des véhicules de police illuminaient leur disgrâce publique totale alors qu'ils étaient poussés sans cérémonie à l'arrière de fourgons de transport lourdement blindés. Ils avaient arrogamment supposé que leurs preuves fabriquées détruiraient facilement ma vie, mais au lieu de cela, elles avaient déclenché une avalanche judiciaire inéluctable sur leur propre tête. La rue de banlieue calme a été complètement transformée en une scène de crime d'envergure nationale, attirant l'attention de chaque résident. Pendant que ce raid résidentiel intense se déroulait simultanément de l'autre côté de la ville, une deuxième équipe tactique a exécuté une frappe parfaitement synchronisée contre le prestigieux cabinet d'avocats du centre-ville. Les enquêteurs ont fait irruption dans le hall opulent de l'entreprise pour arrêter publiquement Maître Dubois à son bureau en acajou poli avant même qu'il ne puisse tenter de déchiqueter le moindre document incriminant. Ils ont méthodiquement confisqué tous ses dossiers clients physiques ainsi que ses serveurs informatiques cryptés pour préserver complètement la piste massive des transactions financières illégales. Je suis resté parfaitement immobile à l'intérieur du commissariat de police silencieux tout en regardant plusieurs moniteurs de surveillance diffuser l'aboutissement réussi de mon opération d'infiltration exhaustive. J'ai signé avec confiance les documents d'autorisation légale finalisés, sachant que ma famille perfide se dirigeait enfin tout droit vers la prison. 14 mois s'étaient écoulés depuis ce matin chaotique du raid tactique coordonné, et le procès a finalement atteint ses procédures de clôture définitive. Le procureur de la République s'est tenu avec assurance devant le pupitre pour lire à haute voix chaque pièce de preuve documentaire falsifiée dans le dossier public permanent. Il a méthodiquement projeté la vidéo de surveillance d'une clarté cristalline montrant l'effraction illégale,
ce qui a rendu absolument impossible pour les accusés acculés de nier leurs actions criminelles malveillantes. La montagne massive de preuves numériques indéniables a complètement étouffé toutes les tentatives pathétiques de leurs avocats de la défense pour obtenir un accord de plaidé coupable clément. Le président du tribunal a fermement frappé son marteau en bois pour prononcer les conséquences juridiques finales sans montrer la moindre trace de clémence judiciaire. Il a condamné de manière décisive Maître Dubois à 12 ans de prison ferme tout en révoquant de manière permanente sa licence d'avocat, lui interdisant d'exercer le droit n'importe où dans tout le pays. Mon père et ma mère ont tous deux reçu de lourdes peines de 8 ans de prison ainsi qu'une ordonnance judiciaire stricte confisquant la totalité de leurs biens personnels pour une restitution systémique obligatoire. Chloé a été officiellement condamnée à 5 ans d'incarcération sévère tout en recevant un mandat de mise à l'épreuve strict sans précédent, lui interdisant de manière permanente d'utiliser toute plateforme de médias sociaux à tout jamais. Ma mère s'est agrippée fermement à la rambarde en bois du box des accusés tout en sanglotant ouvertement devant la salle d'audience bondée. « Pénélope, s'il te plaît, pardonne-moi. Je réalise vraiment que j'avais tort », a-t-elle crié désespérément, implorant toute trace persistante de pitié familiale. J'ai simplement regardé sa pathétique démonstration émotionnelle avec un regard complètement vide, dépourvu de tout attachement persistant ou de sympathie humaine de base. J'ai tourné le dos de manière décisive à tout ce groupe perfide et suis sorti directement par ces lourdes portes en bois de la salle d'audience sans jamais regarder en arrière. Je suis sorti pour embrasser chaleureusement la brillante lumière du soleil matinal qui brillait sur les marches en béton, comme un symbole puissant de ma renaissance ultime. J'étais enfin complètement libre de leur manipulation toxique et prête à construire un avenir indépendant entièrement basé sur ma propre intégrité inébranlable.